d'œstrogènes qui favorisent la captation et la fixation du calcium sur les os. Il y aurait également un rôle de diminution de l'arthrite. Contre le scorbut, alors qu'est-ce que c'est le scorbut? Vous avez toujours entendu parler de ce fameux scorbut qu'on ne trouve plus beaucoup à l'heure actuelle, qui est une carence importante en vitamine C. Donc le rhum va aider sur les ecchymoses, sur le déchaussement des dents, sur le dessèchement des cheveux et de la peau, et on verra par la suite quelles sont les propriétés sur les cheveux et la peau, et puis il va lutter contre l'anémie. Comme c'est un alcool, évidemment, il est antiseptique et aussi analgésique. Il permettrait de nettoyer les plaies. L'alcool est un peu moins cher qu'une bouteille de rhum pour nettoyer les plaies, mais il empêche la prolifération des bactéries et un rôle analgésique efficace. Sur le risque des maladies mentales, alors là, le rhum agit par son rôle antioxydant, en prévenant toujours à petite dose, vous verrez les doses par la suite, la maladie d'Alzheimer, sinon ça fait l'inverse. Prévient également la démence, diminue le stress, réduit l'anxiété et a un rôle sédatif. C'est vrai qu'après un bon petit rhum, on aime bien se reposer, le sommeil est plus facile à acquérir et la nuit se complète bien avec un petit verre de rhum à la fin d'un repas. Alors ce qui est intéressant, la littérature rapporte des choses fort intéressantes et qui m'ont personnellement étonné, c'est la diminution du cancer du rein de moins 38%, due aussi aux antioxydants bien sûr, diminution de risque de cancer de la thyroïde et de l'info. Enfin, le chiffre de 38% est vraiment étonnant et il est repris dans plusieurs articles de la littérature internationale. Pour ce qui est de la peau, comme je vous ai dit que le rhum est riche en vitamines B1 et B2, qu'il est antibactérien, il va pouvoir aider à enlever les boutons, en particulier la chéchée, réduire l'inflammation, et son rôle antioxydant, eh bien les molécules qui aident à protéger la peau contre les rayons UV du soleil, contre les radicaux libres. Il va lutter également contre le vieillissement cutané prématuré et la stimulation et la production de collagène, tout en ayant un rôle aussi hydratant. C'est pour ça que certaines personnes font des shampoings au rhum. Alors, bien sûr, un shampoing pas tous les jours, une fois par semaine. Pourquoi? Parce que le rhum est riche, comme je l'ai dit, en vitamine B, en fer et en minéraux. Il accélérerait la pousse des cheveux, rendant les cheveux plus forts, luttant contre les pellicules et contre les démangeaisons du cuir chevelu, en nourrissant et en revitalisant les cheveux. Il va donner un éclat et une brillance aux cheveux secs et abîmés. Et apparemment, c'est un vieux remède que beaucoup de personnes utilisaient dans le temps. Aujourd'hui, on ne fait plus de shampoing, mais c'est une solution si vous n'avez pas de shampoing un jour si vous partez en vacances. Concernant le vieillissement prématuré, comme je vous l'ai dit, le rhum contenant les antioxydants, ceux-ci vont aider à lutter contre les radicaux libres et prévenir le vieillissement prématuré, comme le montre cette image très très malheureuse de cet homme, c'est bien le vieillissement prématuré. Alors sur la fonction cognitive, le rhum a également une action avec les rôles des vitamines B1 et B6 et améliore la fonction cognitive, améliore la vision et améliore la mémoire. Tout ça à petite dose. Le rhum aurait un effet intéressant sur le système immunitaire sain, par sa teneur en magnésium, en calcium et en potassium. Mais l'autre jour, j'ai pris un taxi et j'étais avec un monsieur antillais qui était intéressant parce que je parlais du rhum avec quelqu'un au téléphone. Il me disait, vous savez, pendant la crise de la Covid, on nous donnait régulièrement un peu de rhum pour montrer notre immunité. Concernant le rôle du rhum sur le système digestif, alors bien sûr, vous savez que c'est un bon digestif. Pourquoi? Parce que les fibres solubles vont réduire l'inflammation intestinale, faciliter la digestion en réduisant également le cholestérol et en abaissant le taux de glucose. Et je vous l'ai dit auparavant au début de la conférence, c'est une réduction intéressante du risque de diabète de type 2, diabète gras. Sur l'esprit, le rhum améliore l'humeur et la concentration, toujours à petite dose, calme les stress, améliore la capacité à apprendre et la mémoire. Il y a une étude intéressante sortie en 2017, a un effet positif sur l'humeur et également sur la dépression et le rhum a aussi un effet anxiolytique. Donc le
rhum, vous avez vu, a beaucoup d'effets intéressants sur la santé. Mais encore, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Au contraire, une dose journalière jusqu'à 45 millilitres par jour va aider dans les différents appareils que je vous ai énumérés auparavant. La valeur énergétique est bonne, 100 grammes de rhum c'est 256 kilocalories, donc on propose un shot, un Jigger 42 grammes de liquide, il n'y a pas beaucoup de liquide et pas de fibres. Et surtout c'est un excellent digestif. Et comme je vous l'ai dit, l'étude publiée en 2005 dans Diabète Care pour les personnes en bonne santé montre qu'un verre par jour peut réduire correctement les risques de diabète de type 2 pour les femmes et 2 verres par jour éventuellement pour les hommes. Alors quand faut-il prendre son rhum? Alors c'est vrai qu'on dit que c'est souvent après le dîner, mais si on veut avoir tous les goûts, les arômes du rhum, il serait souhaitable de le prendre à ventre vide. Bien sûr, ne pas remplacer le café du matin par une tasse pleine de rhum, mais aussi on peut le prendre, comme vous l'expliquez, comme digestif, avec une dose maximum de 45 ml par jour. L'idéal, c'est de ne pas mettre le rhum au frigo, parce qu'on casse également tous les arômes. Il serait souhaitable de le boire à température ambiante. Les excès de rhum vont bien sûr être néfastes. Bien sûr, il peut y avoir, si on prend beaucoup de rhum, une déshydratation, surtout par temps chaud, en augmentation de la production d'urine et donc entraîner une perte de liquide et surtout des électrolytes. Et une consommation peut également, consommation importante, altérer les fonctions cognitives et les capacités motrices. D'où bien sûr de mauvaises prises de décision et une altération de la coordination. Alors oui, le rhum, qui est l'un des plus anciens spiritueux du monde, est bon pour le corps, bon pour l'esprit à petite dose. Par contre, s'il y a une consommation trop abondante, il y aurait donc des maux de tête expliqués par une vasodilatation des vaisseaux du cerveau ou une contraction des vaisseaux sanguins qui fait suite à la diminution de l'influence de l'alcool. Le vieil adage qui dit un verre de rhum par jour éloigne le médecin, oui, 1 à 2 cuillerées de rhum par jour prolongerait l'espérance de vie de 3 à 5 ans, en réduisant le risque de diabète de type 2, en réduisant l'anxiété, et vous l'avez vu, en diminuant le risque de 38% de contracter un cancer du rhum. Quels sont les quelques messages que je voulais vous apporter aujourd'hui, que vous pouvez retenir? Tout d'abord, le rhum, c'est bien un ami, un facteur protecteur, comme on le dit, contre le diabète de type 2, un facteur protecteur contre le cancer du rein, un protecteur neurocentral, un protecteur cardiovasculaire, mais le docteur pourra l'expliquer plus en détail que moi. Donc pour moi, le rhum n'est pas un médicament au sens littéral de ce que c'est qu'un médicament, mais bien un remède qui est intéressant sur le plan des os, des muscles, des cheveux, de la peau, et un rôle aussi anti-infectieux. Mais bien sûr à dose modérée, sinon que risque-t-on? Des cirrhoses hépatiques avec des transformations du foie, augmentation des transaminases, des gamma-GT, des troubles de la coagulation, une augmentation de la bilirubine, des phosphates alcalines, et on le voit bien à l'échographie du foie, un foie important qui est beaucoup plus important que la nature, et beaucoup d'eau autour du foie, ce qu'on appelle de l'acide. Il peut y avoir bien sûr une dépendance à l'alcool si on en prend tous les jours à haute dose, avec d'autres maladies comme les maladies de la peau, des sueurs, des urticaires, des eczémas, et puis bien sûr le risque d'encéphalopathie alcoolique avec des maladies neurodégénératives où on voit les gens qui ont beaucoup bu de rhum à forte dose marcher difficilement avec un steppage, avoir de l'Alzheimer, de la démence, et bien sûr à forte dose de l'hallucination, de la confusion, de l'anxiété et de l'agitation. Donc moi je vous remercie. Donc le rhum, c'est bien un remède et non pas un médicament, vous l'avez bien compris. Je vous remercie. Merci Monsieur Blum pour cette belle présentation. J'ai presque envie de dire buvons du rhum, mais à petite modération. Qui parmi vous utilise le rhum à des fins médicinales? C'est pas possible. Une seule personne a levé la main? Vous aussi? Ah oui. Comment vous l'utilisez? Le micro. Oui, vous savez, mes ancêtres utilisaient le rhum depuis le XVe siècle.
comme remède pour tout, enfin. C'est vrai qu'on le mélange avec le miel, avec le citron, etc. Mais, par exemple, moi je me souviens que c'est mon grand-père, il avait beaucoup de bouteilles. Chaque bouteille, c'est pour une maladie. Merci. Merci à vous. Alors... Mais maintenant, on le sait de science, on le sait on va dire, de littérature scientifique. Le rhum, vous l'avez compris, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que vous avez eu largement la possibilité de le voir, mais il a des propriétés uniques. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel alcool, c'est le rhum. Et donc, de ces particularités, on aura des bénéfices qui sont spécifiques au rhum. C'est lié au mode de fabrication, à la fermentation, à la distillation, etc. Et puis le vieillissement également. Et ben, vous allez comprendre. Moi, quand j'ai fait cette présentation, ce topo, je me suis intéressé sur les quelques messages, les quelques bienfaits du rhum, et vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Alors on l'a dit, mais on va essayer de faire un peu le focus dessus. L'intérêt, le bienfait du rhum va être lié en partie à ses composants, évidemment, hein, bien sûr, le sucre, bien évidemment, l'alcool. Alors vous allez voir que je vais modérer quand même les propos assez vite. Et puis ces fameux polyphénols. Les polyphénols, ce sont des antioxydants qui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui vont naître dans le rhum, d'une part avec le sucre et d'autre part avec le vieillissement. Ce sont des molécules complexes qui ont un effet extrêmement intéressant pour nous en cardiologie, mais pas que. Pour nous en cardiologie, on a parlé du cancer du rein tout à l'heure, mais vous allez voir sur les vaisseaux, c'est particulièrement intéressant. Alors, en creusant un peu la littérature scientifique, j'ai pu sortir 3 impacts significatifs, c'est-à-dire 3 bienfaits significatifs qu'on va retrouver au niveau du rhum. Ces 3 points que je vais détailler, ce sont des points acquis. Et on ne peut pas revenir dessus. C'est pas sorti du chapeau en disant bah oui c'est bien machin. Bah non, c'est acquis, on le sait. Le premier, ce sont le rôle de ces antioxydants. Ça va être un antioxydant qui va limiter, qui va combattre le stress oxydatif. Et ça, vous allez voir qu'en cardiovasculaire, on a 20 ans de littérature qui montre les bienfaits de ces antioxydants. La deuxième chose, on en a parlé un petit peu, et ben, ça agit sur le cholestérol. C'est-à-dire que ça va faire monter le bon cholestérol. Le bon cholestérol, c'est le HDL, c'est le bon cholestérol, et donc ça a une vertu protectrice vasculaire. Et le troisième point, c'est justement lié à ces polyphénols, c'est l'action sur l'hypertension artérielle. Alors l'hypertension artérielle et le cardiologue, évidemment, c'est 2 copains. Donc nous, notre boulot, c'est lutter contre l'hypertension artérielle. Et bien, vous allez voir que le rhum, d'une certaine façon, va améliorer et lutter contre l'hypertension artérielle. Alors, le premier point, je vous ai dit, c'est limiter ce stress oxydatif. En fait, comprenez que dans la genèse de la maladie cardiaque et dans la maladie vasculaire, il y a donc ça on sait depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, il y a une réaction inflammatoire chronique de l'organisme qui est liée à un déchet, ce sont ces radicaux libres. Les radicaux libres, je vous l'ai mis, en fait, c'est des déchets de l'organisme qu'on a par l'alimentation, par le fonctionnement de l'organisme, qui vont bien s'accumuler et qui vont contribuer à créer une inflammation chronique. La médecine, depuis 10 ans, que ce soit en cancérologie, en vasculaire, en cardio, c'est la compréhension de ce qu'il y a des modes d'inflammation, en neuro aussi par exemple, des modes d'inflammation chronique. C'est-à-dire que notre organisme va avoir une inflammation chronique qu'il va chercher à combattre, en partie médiée par ces radicaux libres. Et donc, tous les antioxydants, ce sont des molécules qui protègent de l'inflammation chronique. L'inflammation chronique pour l'organisme, c'est pas bon. C'est jamais bon. Il y a plein de maladies neurologiques, plein de maladies dégénératives qui sont liées à des inflammations chroniques sans qu'on sache forcément toujours la cause. Mais pareil pour le cardiovasculaire, l'athérogénose, c'est-à-dire la formation d'athérome, de gras dans les artères, il y a une partie de cette genèse qui est liée à une inflammation chronique. Donc l'intérêt d'avoir des antioxydants, c'est de combattre ça. C'est toute la logique de dire, effectivement, quand on a des antioxydants, on va lutter contre une maladie chronique inflammatoire qui abîme les artères. Ça, on l'a vu, alors on en a un petit peu parlé, hein, il y a 2 grands types d'antioxydants qui sont extrêmement présents dans le rhum, qui sont les polyphénols, les flavonoïdes, qui est un autre type d'antioxydant qui est en partie lié au processus de fermentation. Encore une fois,
La particularité du rhum, c'est ce processus de fermentation. Et puis il y a d'autres antioxydants comme le tanin, les acides organiques et les vitamines. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et vous voyez, on s'est indirectement, on ne s'est pas concerté tout à fait, mais on arrive aux mêmes conclusions. C'est rassurant généralement. Mais enfin, c'est pour vous expliquer effectivement qu'on a ces antioxydants qui sont présents, qui sont liés spécifiquement au rhum. Alors, spécifiquement, mais vous allez voir, on le retrouve quand même dans d'autres alcools. Alors, la démarche, et je vous ai donné les références littéraires scientifiques dessus, parce que ça c'est acquis, on ne peut pas revenir dessus. On a mis en évidence, et vous allez voir, je vais pondérer à chaque fois les propos, c'est une réduction de la maladie coronaire. La maladie coronaire, c'est la maladie des artères du cœur, ces infarctus, angines de poitrine, etc. Et bien justement, par cet effet antioxydant, on sait qu'on a une amélioration, une diminution du risque de maladie vasculaire. Attention, on parle à chaque fois d'une consommation modérée. Et vous allez voir qu'il y a tout un impact qui est lié à la consommation lorsqu'elle devient excessive, où on perd tous ses avantages. Donc on parle d'une consommation modérée. On va améliorer la fonction vasculaire. Alors, ça aussi, c'est une grande théorie sur la réaction inflammatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. En diminuant cette inflammation chronique, par le biais de ces antioxydants, eh bien, on va protéger le vaisseau. Et puis on a des effets anti-inflammatoires aussi larges, des antioxydants, on en a parlé largement. Comprenez par là que ce mécanisme de vieillissement, ce mécanisme de fermentation, ce mécanisme de création du rhum va être un mécanisme bienfaiteur sur le rôle anti-inflammatoire qu'on va pouvoir retrouver. Alors, ça dépend de l'activité antioxydante, du type de rhum. Donc je vous ai dit, les polyphénols, on va les trouver un peu plus dans le rhum qui va avoir vieilli en fût. Les procédés de production, alors c'est un mécanisme assez complexe, je ne vais pas lancer dedans parce que pour le coup il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Et puis évidemment la consommation, encore une fois, on perd le bénéfice lorsqu'on dépasse une consommation modérée qui devient excessive. Alors, très bien, vous allez me dire, bah, ok, mais c'est pas le seul. En fait, quand vous comparez l'effet antioxydant, alors ça c'est un truc très intéressant, c'est une étude très intéressante, où on a montré que le rhum qui est sur la ligne en haut, vous voyez, sur l'effet antioxydant, est un petit peu inférieur au vin rouge, qui est par ses tanins alors le vin il est intéressant aussi au niveau cardiovasculaire, parce qu'il a des tanins très puissants qui lui confèrent justement cet effet antioxydant. Mais le rhum est bien supérieur à la bière et aux alcools blancs. Alors j'ai mis la vodka parce que c'est le seul que j'ai trouvé, mais aux alcools blancs, type gin, etc., qui ont très peu d'effets antioxydants. Donc vous voyez, le rhum se situe juste en dessous du vin. Alors, si on a, après l'effet antioxydant, anti-inflammatoire, on a l'effet, je vous ai dit, le deuxième effet qui est l'effet sur le cholestérol. Alors ça c'est très intéressant. Parce que justement, c'est lié à son mode de fabrication, encore une fois, qui a un effet directement sur le gras. Et en fait, on s'est rendu compte, donc ça c'est pareil, hein, c'est des études scientifiques, hein, alors elles commencent à dater un peu, c'est les années 2000, mais en fait on s'est rendu compte que la consommation modérée, c'est notre premier paragraphe, permet d'augmenter le cholestérol HDL, qui est vraiment le bon cholestérol. Autrement dit, quand on a une consommation modérée, pour toutes les raisons que je vous ai dit, on va augmenter ce bon cholestérol. Alors c'est lié en partie, le bon cholestérol par définition il est bon, et il est protecteur. Donc c'est en partie lié à son mode de synthèse au niveau hépatique, et on sait qu'il y a certains phénols qui le favorisent. En revanche, quand on a une consommation excessive, on perd cet avantage, c'est-à-dire que le bon cholestérol il augmente un petit peu, mais c'est surtout le mauvais, alors celui-là on n'aime pas, qui va augmenter et qui va donner effectivement, après on va se retrouver avec un risque vasculaire accru parce qu'on consomme trop. Donc vous voyez, quel que soit le mode de bienfait, il y a un degré qu'il faut prendre en compte, c'est le degré de consommation. Le dernier point, je vous ai dit, c'est sur l'hypertension artérielle. En cardiologie, on n'est pas l'hypertension artérielle, donc on cherche à la combattre. Eh bien le rhum, alors comprenez aussi par là, le rhum va avoir un effet dynamique sur les vaisseaux. C'est tout l'effet, alors c'est pas propre au début quand j'ai fait la présentation, je pensais que c'était propre à l'alcool. En fait, oui, l'alcool a ce rôle un peu vasomoteur, un peu de vasoconstriction, vasodilatation, ça fait jouer sur la motricité des vaisseaux. Et le rhum particulièrement, et au départ, sur la consommation minime, on va avoir une baisse de la tension artérielle, et donc effectivement, la régularité de la prise, la prise modérée le matin, par exemple, aura tendance à faire baisser la tension artérielle. Attention, ce n'est pas un médicament anti-hypertension, et je crois que vous avez très bien fait de dire ça, en termes de remède me plaît beaucoup. Ce n'est pas un médicament, c'est plutôt effectivement un remède pour limiter la tension artérielle. En revanche,
Donc ça, c'est ce que je vous ai résumé. Hein. L'effet transitoire disparaît après l'élimination de l'organisme, ce n'est donc pas un médicament. Hein. En revanche, quand on a une consommation régulière et intensive, enfin plus importante, on va perdre ça et l'inverse se crée, c'est-à-dire qu'on augmente les résistances, on abîme les petits vaisseaux avec la consommation excessive et on peut déclencher une hypertension artérielle. Alors là, j'ai été un peu embêté parce que j'ai trouvé des études qui nous ont montré qu'une consommation excessive de rhum est un risque accru d'hypertension. Vous voyez, c'est l'inverse. Vous en consommez pas beaucoup, vous avez tendance à baisser la tension. Vous en consommez trop, vous avez tendance à monter la tension artérielle de manière chronique. Et puis, les liens ne sont pas toujours aussi évidents que ça. Néanmoins, voilà, il y a quand même suffisamment de preuves pour dire que l'hypertension artérielle peut être liée, peut être importante à cause d'une consommation excessive de rhum. Les études scientifiques rhum et cœur, c'est pour expliquer tout ça, ça nous conduit à quoi? Que la modération dans la consommation elle est indispensable pour avoir les bienfaits, que l'équilibre est également essentiel, vous allez voir, c'est notamment l'équilibre alimentaire qui va avec, et puis que c'est quand même des données de recherche scientifique, hein, donc c'est quand même solide, comme je suis solide sur mes appuis, hein, comme on dit, c'est-à-dire que je peux vous donner les éléments en disant, voilà, je peux m'appuyer sur des faits scientifiques établis. La consommation, elle reste modérée, je reprends ce que disait tout à l'heure monsieur, mais la consommation, elle est limitée alors, à 2 verres par jour, alors c'est à peu près 3 centilitres de rhum, 30 millilitres, alors ça dépend un petit peu des définitions, mais globalement, on reste à peu près là-dessus. Alors il y a une étude relativement récente, en 2016, hein, sur une méta-analyse, qui a dit que c'était plutôt 1 verre par jour, quel que soit le sexe, homme ou femme. Et en tout cas, je pense que vous avoir donné le message de vous dire que la consommation, l'excès de consommation va effacer tous les bienfaits. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, la consommation excessive, hein, là je vous ai mis le cœur noir, pas beau. La consommation excessive, eh ben, oui, ça peut poser des problèmes cardiologiques. Je vous ai parlé d'hypertension artérielle, mais il y a d'autres choses. Il y a l'arythmie cardiaque, ça c'est un grand classique. En fait, l'arythmie quand on consomme trop d'alcool, et particulièrement du rhum. Les maladies cardiaques, paradoxalement, on va perdre le bienfait, donc on va avancer dans des maladies cardiaques, notamment vasculaires. Et puis il y a des choses aussi, ça peut interagir avec certains médicaments. Et je pense notamment aux patients qui ont déjà des pathologies cardiaques. Consommation de rhum n'est pas toujours bien vécue avec la prise de médicaments conjoints. Donc classiquement on dit attention, il vaut mieux éviter la consommation d'alcool quand on a déjà des antécédents cardiologiques. Donc les conseils, je vous l'ai dit, consommation modérée si vous voulez garder ses bienfaits. Les alternatives, alors là je suis toujours embêté sur cette question parce que les rhums blancs sont un petit peu moins riches en sucre, les rhums vieillis en fût sont meilleurs au niveau des antioxydants, donc je vais essayer de trouver le juste milieu. Il faut accompagner ça, et ça vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est très juste, d'une consommation alimentaire saine. C'est-à-dire que c'est vraiment important aussi parce que pour avoir les bienfaits des antioxydants, il faut aussi avoir limité l'effet inflammatoire, donc il faut avoir une consommation, une alimentation saine, et puis n'hésitez pas à consulter s'il y a effectivement des craintes cardiologiques. Donc rhum et cœur, une relation nuancée, oui il y a des bienfaits cardiovasculaires, en tout cas j'espère vous l'avoir démontré, mais attention à la consommation, c'est vraiment ça je pense, et puis n'hésitez pas à solliciter votre médecin pour des conseils personnalisés. Voilà, un tour d'horizon des bienfaits. Vous voyez, je me suis appuyé sur ce qu'on a comme données de littérature dessus. Un tour d'horizon sur les bienfaits cardiovasculaires du rhum. Et vous avez compris que ça va quand même dans la même logique. On peut partir du principe qu'on a quand même des bienfaits justement sur la consommation du rhum. Et ce ne sont pas des bienfaits liés à la consommation de n'importe quel alcool. C'est quand même spécifique au rhum, heureusement. Je vous remercie. Merci, docteur. Alors, après les verdicts pour les cheveux, les verdicts pour le cœur, maintenant, j'ai envie de laisser la parole à Madame Elmira Arab. Et je vous laisse vous présenter. Ma question est, que dit la science sur, quelques dit la science et les études sur le rhum et le bien-être? Tout d'abord, je remercie pour l'invitation. Je n'ai pas de diapo, mais c'est vrai que je vais conclure les 2 premières parties. Après, je laisse notre pharmacien pour continuer et finaliser la présentation. Donc, je me présente, je suis professeure à l'Université de Lorraine. Je travaille sur la vectorisation des différentes molécules actives pour tout ce qui est maladies neurodégénératives, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et en même temps, je suis également directrice de l'école doctorale. Je gère 14 labos et 300
enseignants-chercheurs et 200 chercheurs doctorants. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez présenté. C'est vrai, on parle beaucoup des antioxydants, des flavonoïdes, des vitamines, etc. Mais il y a également un problème de biodisponibilité de ces molécules. C'est-à-dire, une fois qu'on consomme en tant que chercheuse, par expérience, je sais que quelquefois, on peut diviser par 10 la biodisponibilité de ces molécules. Donc, quelle est la solution? On a parlé des bons lipides, mais des bons lipides, il y a acheté. Également, il y a tout ce qui est oméga 3 à longue chaîne, tout ce qui est acide gras polyinsaturé à longue chaîne, etc. Et ce qu'on a observé, quand on va récupérer les différents types de flavonoïdes et les antioxydants à base de rhum, et on va encapsuler dans ces bons lipides, qui sont riches en acide gras polyinsaturé, sous forme de nanoparticules lipidiques, on va augmenter leur biodisponibilité et leur efficacité x5, quelquefois 10. C'est-à-dire qu'on a un transport de ces actifs qui vont vers le cerveau, vers le cœur. Également, ils ont un effet de prévention, même pour le traitement des différents types de cancers. Donc, pour les personnes qui sont sensibles au pourcentage de l'alcool ou en fonction de la religion de chaque personne qui ne consomme pas les alcools, on peut récupérer cette boisson, faire une extraction de ces flavonoïdes et utiliser autrement et voir leur efficacité et leur effet synergique qui a un impact très très important. Donc les études précédentes, déjà ça a été démontré qu'ils ont un effet vraiment anti-Alzheimer en tant que prévention, parce que on sait, pour tout ce qui est maladie neurodégénérative, je prends par exemple la maladie Alzheimer, on fait qu'on dépasse la première phase, c'est très difficile. Le traitement, il existe pour améliorer la qualité de vie pendant quelques années, mais on ne peut jamais éliminer ce problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est sur une partie de prévention. Donc, on travaille beaucoup au niveau de l'université entre les chercheurs, en interaction bien évidemment avec les neurologues, pour savoir à partir de quel moment on peut vraiment parler de prévention. Donc, je pense que ce n'est pas trop tard pour certaines personnes, à partir de 40-45 ans, on peut commencer déjà cette prévention. C'est-à-dire avoir les bons lipides qui sont à base des oméga 3, DHA, EPA. J'imagine que vous avez déjà entendu assez à la télé dans les différentes publications. Et ensuite, récupérer ces molécules actives, les flavonoïdes, des polyphénols avec des propriétés très différentes. À savoir que majoritairement, ils ont des propriétés hydrophobes. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est une molécule hydrophobe ou une molécule hydrophile? C'est des molécules qui sont en attirance vers une phase hydrophobes comme des lipides. Donc, on va, pour augmenter leur solubilité, pour augmenter leur efficacité, ça sera très intéressant, utiliser des particules lipidiques qui sont bons également pour la santé. Et on a démontré que les interactions de DHA-EPA avec certaines molécules à base de flavonoïdes, il améliore énormément le traitement et également pour la prévention des maladies neurodégénératives. Il y a des études en cours au sein de laboratoire sur tout ce qui est maladies cardiovasculaires avec des cardiologues de Nancy, parce que je viens de l'université de Lorraine à Nancy, et également pour tout ce qui est prévention de cancer. Donc on a quand même la liste des molécules positives, et on voit que même on peut garder un petit peu d'éthanol. Par contre, on peut augmenter leur efficacité énormément. Je travaille aussi sur la réglementation. Il ne faut pas oublier que ces molécules, des flavonoïdes, des antioxydants, ça existe dans la liste positive au niveau de réglementation alimentaire. Et comme ça a été déjà dit, il faut respecter la quantité journalière utilisée par chaque personne, parce que une fois qu'on dépasse cette quantité, ce volume, on a vraiment des effets néfastes pour la santé des consommateurs. Voilà, moi j'ai fini. Je vous laisse vous présenter. J'ai une question. Pourquoi le rhum est-il utilisé comme remède dans certaines cultures? C'est à moi la question? Oui. On verra, mais je n'ai pas la même approche du rhum. En tant que pharmacologue, le rhum pour moi c'est un solvant. Et ce solvant, je vais l'utiliser pour extraire des molécules pour agir sur le cancer, sur l'HDL, etc., le LDL, etc. Et c'est ça justement que je présente. Alors,
la place du rhum dans l'ethnopharmacopée de la Martinique, bon, mais ça peut être de la Caraïbe, mais c'est pas un problème. Alors, le rhum, de son appellation scientifique, alcool éthylique. C'est pas que vous ne pouvez pas arrêter, non, mais bon, je laisse au grand public. Mais nous, en pharmacologie, on est l'éthanol ou alcool éthylique. Donc, c'est un ingrédient majeur de la tradition alimentaire, blablabla, etc. J'ai montré la collation de chenille traite, qui est une préparation, vous savez qu'il y a un serpent venimeux en Martinique, on utilise chenilles, etc. pour soigner. En fait. Ça, c'est la tradition. J'ai oublié de dire, j'ai été coordinateur général du réseau pan-caribéen Tramil. Vous avez le site www.tramil.net, Traditionnelle Médecine Borana. C'est un réseau qui valide scientifiquement les usages traditionnels des 40 millions d'habitants du bassin caribéen. Donc ça part depuis Cuba, toute la côte du Venezuela. C'est-à-dire on va comparer telle plante avec le diazépam. Le but étant de se débarrasser du diazépam. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas de corps vital. Au Jamaïque, il n'y a pas de corps vital. Donc la population a besoin de se soigner en utilisant sa biodiversité. Donc le rhum, je reprends un petit peu tout ce qui a été dit, les ruisseaux moins élevés, etc. Bon, ça c'est la granuille pour faire plaisir. Mais tout de suite, on va passer aux choses sérieuses. 70% des médicaments modernes sont extraits des plantes de la nature. Il n'y a pas que des plantes, hein, il y a aussi camcola, etc., etc. 50% des molécules, ça c'est Champignon, un professeur de médecine, qui dit que 50% des molécules sont mises sur le marché justement des plantes. Là, je vous ai rappelé les molécules, des substances actives qui sont extraites des plantes. Une plante, ça contient des fois des centaines de substances actives. Lorsque vous extrayez une plante, vous n'extrayez pas l'artémisine, vous extrayez l'artémisine A, B, C, etc. Toute une série, on fait ça en chromatographie, c'est énorme. Après, il faut isoler telle ou telle molécule, la concentrer pour attaquer telle ou telle pathologie. Mais ça, c'est la chimie extractive, c'est très compliqué. Bon, alors voilà, là j'ai montré l'appareil de Soxley à l'université en Martinique. J'ai oublié de dire, je suis président du conseil scientifique du CTBIOM, Centre d'exploration territoriale de la biodiversité de Martinique. C'est une structure justement qui va faire ce travail-là d'exploration de toutes les substances actives de notre biodiversité. 3200 espèces végétales, 4500 en France, c'est des dizaines de milliers d'insectes, de marins, etc., etc. Donc rien n'a été fait à ce jour. Donc on va se lancer dedans. Alors là, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons une plante que nous appelons aux Antilles, la Christophile. Ils appellent ça chariote à la Réunion. Et là, c'est ça, c'est chariote. Et là, je rentre dans le vif du sujet, de la chimie extractive, pétroléum, méthanol, chloroform, acétone, acétate, méthanol, eau. Je ne vais pas utiliser l'eau. L'eau, je vais extraire quoi? Juste les carbohydrates, cophénoliques, c'est déjà pas mal, etc. Le seul qui tient la route, c'est le méthanol. Oui, mais le méthanol, c'est le gaz méthane, c'est le PDMH, c'est le permafrost. Je ne vais pas utiliser un produit qui est toxique pour l'univers. L'eau, le paradigme du changement climatique, tout ce qu'on dit, ça fonctionne avec la paix. C'est comme le une fois que le feu est monté, on ne peut plus retrouver. L'eau, je n'utilise plus, je ne prône plus l'eau. L'eau, c'est un paradigme du changement climatique. Alors, nous parlons, une dizaine d'enfants sont morts de soif d'eau potable dans le monde. Donc, je n'utilise plus l'eau. C'est bon, c'est mon petit côté aléatoire là, mais c'est comme ça. Bon, donc, on va faire, je vais privilégier les tableaux. Exemple, tous les travaux que j'ai faits sont démontrés. Phytothérapie and Research 2009, et il dit ça doit être l'Inde, l'olivier. Ça va être comparé au glybéclamide, le diamidamide. Tous les pays du tiers-monde font ce travail-là. On prend, j'allais à Cuba, c'est souvent, j'étais pharmacien hospitalier à l'époque, j'amenais du glybéclamide. Les amis cubains, les médecins, vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient, les pharmacologues? Ils mettent un lot de cobaye, ils donnent un diabète, on prend l'eau, et puis bon, un lot on donne du glybéclamide, et à l'autre lot on donne l'extrait de plante. Et puis on fait une règle de 3, 100 de plante égale 1 glybéclamide. Si on veut donner du glybéclamide, on fait le règle de 3, etc. Donc on fait ce travail-là systématiquement. Et cette plante-là, l'olivier, qui existe d'ailleurs ici, l'huile d'olive, est tout simplement moins effective que le glybéclamide. Si c'est plus effectif que le glybéclamide, pourquoi est-ce que je vais favoriser le glybéclamide? J'espère qu'il n'y a pas d'usine de glybéclamide ici. Mais je m'en fous, moi je dis
comme on dit, j'ai mon bateau maréchal, je me fous, je dis la vérité. Je suis contre cette industrie extractive qui crée Daesh, Lampedusa, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer trop loin là, mais je ne vais pas favoriser, je préfère dire à mes amis cubains, guatémaltais, etc., utilisez la feuille d'olivier dans des tableaux que vous avez, parce que nous avons tous subi l'esclavage, le roi, et bien nous allons mélanger notre roi avec cette plante-là, et nous allons faire la même chose que le bicarbonate, mais ce n'est pas du bicarbonate. Comparaison avec la morphine, ici, ce qu'on appelle le cochon gras en Martinique, donc pharmacologie, etc., elle est comparée à la morphine et au diclofénac. Le mot-clé, c'est éthanol, oil plant, éthanolique extract. Je peux vous faire toute une série de plantes comme ça. Je peux soigner tout, cancer, sida, Alzheimer, paralysie, tout avec mes plantes et avec l'éthanol. Tout. Et ce n'est pas de la formatique. Je peux vous montrer tout ça. J'ai tout les autres. Et je peux me comparer chaque fois avec le taratosène, c'est positif contrôle, taratosène, anti-psoriasis, éthanol, les mots-clés. Psoriasis, c'est là, c'est un peu qu'on appelle comme des formes. Positif contrôle, cobétazole, etc. Dexaméthasone, positif contrôle. Là, sur tous les articles, je lis 10 articles comme ça par mois. Je vais très vite, je regarde l'abstract, la molécule de référence utilisée, la plante de par contre, je le dis ça en diagonale, je dis ça dans la base de données. Donc là, la tige a un effet topical qui est le traitement des. Et ça, c'est le qu'on appelle le mouvement. Toute la Caraïbe, ça existe. Très classique. On fait d'ailleurs une liqueur de mouvement. Les maladies infectieuses aussi, vous savez que c'est un grand paradigme du changement climatique. On a déjà dans le monde des problèmes, même dans je parle surtout des pays du Nord, parce qu'on a tellement abusé des antibiotiques, ce sont des paradigmes du changement climatique. Je fais des formations là, même un DU d'ethnomédecine en Martinique avec la fac de médecine. Et dans les stagiaires, on me dit ça, pensez à tous ces paradigmes du changement climatique. Nous pensons à demain c'est à la fin du mois prochain ou à la fin de l'année prochaine. Et on a déjà ce problème-là. Les antibiotiques ont détruit tout, etc., etc. Bon, on en parle. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, on va prendre de la calebasse, Food Formulation Leads, article qui est fait en 2021, etc. Bon, hémolytique, là, c'est ce qu'on appelle tylosène, éthanolique, hémolytique, etc. Et vous savez, toutes les souches qui sont dues là, avec le syllabe, etc. Même chose, cette plante-là qu'on appelle. Alors là, c'est une petite plante qui est déjà dans la pharmacopée française, celle-là aussi. Ça nous ouvre aussi la possibilité de les introduire aux médicaments sur le marché français, soit dit en passant. Mais je ne sais pas si on va aller jusque-là. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de donner une solution, partir d'une solution populaire, parce que ce sont la population qui utilise ça. Je ne vois pas ça. J'ai fait des enquêtes ethnobotaniques, j'ai remonté ça. Et après avoir fait ces notes, on fait la validation scientifique dans tous les centres. Il y a 250 universités dans le bassin caribéen, dans le réseau Australie, et on fait cette validation scientifique dans toutes les universités du bassin caribéen. Moi, j'ai eu la chance de vivre 4 années à Cuba, et j'ai travaillé surtout dans le laboratoire de la plus grosse université de La Havane, qui s'appelle Salvador Allende, où c'est une espèce d'hôpital que le laboratoire. Et on a toutes ces batteries de tests qui sont faites systématiquement. Ici, effectivement, bon, ça ne vous dit rien, mais dans les infections, il y a des éléments. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les NTD, Neglected Tropical Disease, les maladies tropicales négligées. Ça n'atteint pas encore le nord, mais ça le fera tôt ou tard. Et si ça le fait déjà, nous qui sommes en face de ces produits-là, nous devons apprendre déjà à les combattre. Donc nous avons ces Ferritima posthumus, l'élément, enfin le verre, c'est comparé à la pipirazine, etc. Ici, vous avez la leptospirose, l'Egypta alba, Congolala, c'est ce qu'on appelle Congolala, Aradilacta, etc. Là, c'est un mélange contre les virus des pieds et des bouches, virus. Ici, c'est quand même important. 3000 plantes aromatiques médicinales, c'est l'US National Cancer Institute qui dit qu'elles sont 70% sont tropicales. Bon, on veut le 100%, mais 70% de nos plantes sont tropicales. Allons-y. Donc là, je prends non-small cancer, le cancer de la non à petite cellule, le cancer du côlon, le cancer gastrique, le breast, le cancer mammaire, le gliome, prostate, hépatite, leucémie, et une petite plante qui se trouve sur mon gazon. Avec le méthanol, je soigne ces plantes.
Qui dit ça a des barrières. Nous sommes en Nigeria, c'est 300 millions d'habitants, je sache, parce que la population, les chercheurs, mes confrères, ils font ce travail-là, donc on peut faire ce travail-là. Ici, au milieu de la Tchémonipou, cervical cancer, etc., cisplatine. La cisplatine, c'est le médicament qu'on va utiliser, la molécule de référence que nous allons utiliser. Il y a des standards téléchargés. Lorsque vous faites une étude, vous voulez démontrer une activité anti-cancéreuse, vous lisez vous téléchargez et on vous dit, bon, c'est la cisplatine qui est la molécule de référence. Vous n'avez pas à réfléchir sur ça. Il faut faire ça. Si votre étude doit être validée, il faut que vous mettiez en toutes lettres cisplatine was used as a positive control. Ici, combinaison avec la gemcitabine. Alors, gemcitabine, de mémoire de pharmacien, c'est quelque chose qui sort dans les 600 à 700 euros, qui au Zimbabwe, en Afghanistan, etc., pour soigner ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ce cancer, ils n'ont pas le cancer pancréatique. Ils l'ont. Et comment ils vont faire? S'ils ont une éthanol, le chameau, je ne sais pas quoi, ils vont faire ça et ils vont le faire. Et c'est démontré. Ici, mnémonique, nous sommes dans une maladie de l'esprit, là, comme on dit. Et là, d'ailleurs, ce sont des plantes qui sont à la pharmacopée française, c'est intéressant. Les feuilles, on a introduit des plantes dans la pharmacopée française lorsque la pharmacopée des Outre-mer a été reproduite officiellement. Ça fait pas longtemps, mais c'était en 2013. Depuis Robespierre, ça n'avait pas été fait. On s'est battu, notamment en Martinique, la Réunion, on s'est battu pour faire reconnaître notre pharmacopée. Si notre pharmacopée en veut, la NSM nous a demandé donc de prendre des plantes de notre pharmacopée et de faire rentrer dans la pharmacopée française. Ces plantes-là, on a une soixantaine de plantes sur la pharmacopée française. Donc nous pouvons offrir sur le marché franco-européen légalement. Je suis ukrainien, c'est l'autre, donc ça fait du marché. Bon, et bien là, on a la maladie d'Alzheimer quand même. Ici, on a des brevets aussi, c'est même pas la peine de chercher, c'est un brevet US en plus, c'est déjà démontré. Prostate cancer, éthanol, ça donne une espèce de parasite sur les dents qu'on appelle pas pourquoi, c'est le barbe, c'est un point comme ça, Tilensia, et ça a un effet chémopréventif sur le cancer. Ici, on a un brevet US. Pour oublier les États-Unis, ils ont oublié Puerto Rico, la Hawaï, etc. Ils ont ces plantes tropicales que nous avons aussi. Et là, ils vont prendre ces trois plantes-là, le Margot, le Théolina, le Colinus, en fait, le Porpignon, la Saginacta, le Livre, en fait. Nous avons des composantes indiennes dans notre population, donc le Zadirata indica est venu se greffer dans notre pharmacopée. Ici, encore un brevet, bon, je vous montre ça juste pour vous épater un petit peu. Là, c'est en français d'ailleurs, parce que ça a été fait en Suisse, je ne sais pas quoi, pour poser l'excès de l'IA, c'est le mode l'oseille, tout ça dans ce qu'on appelle la mangrove. Et donc là, voilà, c'est mélange du bois d'éthanol. Ici, préparation d'éthanol, toujours un seul, le fruit à pain, on rappelle, vous connaissez très bien. Vous avez vu la quantité de pression avec le brevet, vous mettez des feuilles de fruits à pain, vous connaissez là, on va appeler ça, vous avez parlé de ça, capitaine Blaye. Et donc, voici tous les cancers que vous allez soigner simplement en mettant ça avec de l'éthanol. Vous avez même la préparation. Je fais ça avec des stagiaires, je leur apprends à faire ça. Mélanger 20 grammes de vin, 200 grammes pour 100, etc., il peut faire ça. Brevet, là, donc on ne le voit pas, mais on apprend à faire. Ici, éthanolique, etc., c'est comparé à la gemcitabine. La gemcitabine, 600 € l'injection. Je ne sais pas si vous imaginez. Qui peut se payer ça au Guatemala, etc. Moi, quand je vais dans ces pays-là, mais là, vous ne cassez pas la tête. Vous n'allez pas utiliser ça. De toute façon, vous n'avez pas de système pour faire ça. Vous ne pouvez pas payer ça. En revanche, je vous apprends. Une boîte, c'est pour faire le test, pour valider avec la page comme ça. Ici, encore un beau effet. 2003. Ah ben là, c'est intéressant. Ce sont les maladies auto-immunes. Maladies de Crohn, multiple scléroderme, lupus. Moi, j'ai un patient que je suis avec ça depuis déjà 2 années, son lupus a commencé à s'améliorer. Une autre avait on appelle ça l'ankylostose de l'ankylosing spondylosis. Et là, ça a même commencé en 6 mois de traitement, il a commencé à avoir du résultat. Je travaille avec des médecins qui collaborent sur le système en douce, puisqu'on ne peut pas officiellement proposer ça, on a le droit de dire que c'est notre tradition médicale et qu'on le fait. Oui. Ici, bon,
qu'on appelle l'ONI juste, Breast Cancer, etc. Et puis ici, j'aime bien mettre ça parce que c'est la maladie de Parkinson. Il n'y a aucun traitement valable. Tous les monocordes, tout là, ça a été déremboursé. Et bien là, recommanded by l'OCDE. Lorsque j'ai montré ça aux étudiants qui faisaient le début de médecine, ils se sont scotchés, ils disaient 3 plantes sur la pharmacopée française. Et c'est recommandé par l'OCDE. Le siège de l'OCDE, c'est à Paris, sache. C'est pas moi qui le dis. C'est recommandé par l'OCDE. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes en retard de prescription. Ashwagandha, Tulsi. Et puis aussi les animaux. On a aussi des animaux, notre plate. La plate américaine, Pelicanus americana, reducing bleeding, shortening, significant, no darkness, c'est éthanol, Pelicanus US. Ici, le poisson lion qui nous envahit. On prend des aiguilles du poisson lion. Bon, il faut le prendre avec des gants. Vous mettez ça dans de l'éthanol. Et c'est la mifidine là, la mifidine, c'est dans la trithérapie HIV. Je ne sais pas si vous savez quel est le prix d'une trithérapie HIV, on parle de 3 900 € par mois. Donc toujours la même chose, qui se paye ça dans ces pays-là? Et puis, on peut aussi, on est généreux, on réduit les effets secondaires de pétromédicaments. Je vais prendre mon tétélégrex, comme on dit, je vais mettre, ça va agir sur les effets secondaires de la carbose, etc., etc. Là, je vais diminuer les effets du glyparasite chez mon diabétique. Alors la question maintenant, c'est comment je vais prendre ça. Ça, c'était le premier avantage de l'alcool. Je vais extraire des molécules qui ne sont pas extraites par l'eau et qui vont avoir le même effet que des drogues dures. Deuxième effet, deuxième avantage, c'est que je vais faire alcool nature teinture, je vais mettre 5 ml de l'éthanol à 30. Je fais d'abord ma teinture, donc je mets 20 grammes de plante, 100 ml d'alcool à 70. Et après, je vais prendre 5 ml d'alcool et je vais mettre dans 95 et je vais prendre ça sous la langue. Je vais éviter d'avoir mal. Justement, je ne peux pas vous allez prendre votre type penché, etc. Ok, bien. Mais moi, le médicament que je fais là, je ne fais pas, je prends 2 gouttes sous la langue. C'est ce qu'on appelle la mycolosithérapie. C'est l'Amérique du Sud, depuis Cuba jusqu'en Argentine. C'est officiel, on fait ça. On fait des mycodosis. Alors, qu'est-ce que c'est que la mycolosie? C'est 2 gouttes qu'on va mettre sous la langue, simplement, ça va passer, ça va stimuler le système endocrinien, qui va demander au cerveau de sécréter les endorphines, de faire monter l'angiotensine ou de faire descendre, etc. Je finis. Le point important, c'est la voie indirecte. On passe de la bouche, donc on évite tout ça. Voici des images de mycolosis. Le troisième avantage, c'est l'économie. Un petit flacon de 30 ml, ça contient 900 gouttes. Quand on regarde ça, le petit flacon là, je suis parti 20 grammes, j'ai fait 20 flacons de 1 gramme, je prends le petit flacon de 1 gramme, je soigne 20 personnes pendant 1 an et demi. Je ne sais pas si vous voyez l'économie de l'alcool conscient, je n'ai pas de problème. Pour conclure, le processus thérapeutique du rhum existe individualiste, c'est évident, en dehors de la petite prise. Oui, mais il faut rentrer au largeur pour simplifier résolument le processus, etc. Une biodiversité. Voilà. Alors, j'ai créé un site où vous allez voir tout ça. La botticellerie, c'est un créole, c'est la botticellerie de la nature. Et sur ce site-là, vous devez avoir grosso modo 500 ingrédients. Donc, 500, c'est traduit en anglais systématiquement aussi. Donc, j'ai des gens qui travaillent en Indonésie, Ukraine, tout ça, qui traduisent le site pour le mettre à disposition. C'est 20 € de l'abonnement, donc c'est pas très cher. Voilà. Je vous remercie. Médicament, non, parce que médicament, vous avez vu les critères pour être un médicament, mais un remède, oui, certainement. Hein, je crois qu'il faut être clair, je ne suis pas ce que tout mon confrère, mais en tant que médicament, non, ce n'est pas un vrai médicament, ça n'a pas passé par les arcanes des différentes commissions et des différentes commissions qui règlent notamment l'autorisation de mise sur le marché et les tests d'efficacité. Mais un bon médicament, remède, oui, certainement. Oui, effectivement, tout à fait, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est la